C'est ça, mais c'est quand même 1 200 là. Si on retourne il y a 5 ans en arrière, 7 ans en arrière, c'était pas rare d'avoir des loyers à 500-600 $. La réalité, c'est que n'importe qui a acheté de l'immobilier il y a 10 ans, il y a 15 ans, a l'air brillant aujourd'hui. OK? La marge d'erreur, elle est très, très, très petite en ce moment. La réalité, c'est que l'immobilier, c'est aussi l'entrepreneuriat. Et je crois que ce qui est le plus important, c'est d'aller vers l'immobilier où est-ce qu'on peut créer en tant qu'individu la valeur dans l'immeuble et ne pas dépendre seulement du marché. Donc, on est de retour sur le podcast Hypercroissance en mode discussion d'affaires. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul. On n'est pas 2 non plus, mais on est bien 3 sur le podcast Hypercroissance. Jonathan Léveillé m'a dit qu'il y avait une rencontre très importante au centre-ville de Montréal et qu'on devait absolument faire un podcast avec le seul et l'unique Patrice Ménard qui est avec nous aujourd'hui. Donc, je vais présenter brièvement Patrice, président de PMML, une entreprise fondée en 2008 qui s'est imposée comme un leader dans l'immobilier commercial au Québec. Sous la direction de Patrice, PMML a connu une croissance impressionnante avec plus de 150 professionnels répartis sur plusieurs bureaux et une expansion en cours vers le reste du Canada. On va donc discuter aujourd'hui d'immobilier parce que, et là, je vais te donner la parole, Jonathan, c'est quelque chose que tu connais très bien. Et pour quelle raison tu voulais avoir Patrice avec nous sur le podcast aujourd'hui, Jonathan? Et on a des sujets spécifiques à discuter? Oui, comme tu dis, on va parler d'immobilier et qui d'autre que Patrice Ménard de venir nous parler d'immobilier? Patrice et moi, on a eu la chance que nos parcours d'affaires se croisent à nos tout débuts au milieu des années 2000. Donc, quand Patrice a parti PMML avec sa conjointe, milieu des années 2000, je partais de mon entreprise Open Mind. On a eu la chance de collaborer autant du côté immobilier que du côté technologique. Donc, de s'échanger de l'aide des deux côtés. Puis j'ai vu l'organisation de Patrice grandir d'une manière honnêtement extrêmement impressionnante là, dans les dernières années. Puis je voulais y rendre une petite visite, puis en même temps parler d'immobilier parce qu'il a tellement de données et de connaissances du marché qu'il y a sûrement beaucoup de gens qui nous écoutent, qui investissent dans l'immobilier au Québec ou qui désirent éventuellement diversifier un peu leur actif puis venir investir dans l'immobilier. Et je me suis dit, quoi d'autre qu'une discussion avec Patrice, qui est un des plus connaissants là, ici au Québec et à Montréal, pour voir un petit peu l'état du marché, voir sa vision, voir quels seraient ses conseils pour les gens qui sont déjà dans le marché ou les gens qui veulent entrer dans le marché à ce moment-là. Donc, Patrice, merci d'avoir accepté l'invitation de prendre un peu de temps avec nous aujourd'hui. Je sais que tu es très occupé, très sollicité, donc on est choyé de pouvoir être avec toi aujourd'hui. Ben, merci à vous deux. Merci à vous deux pour l'accueil. Premièrement, il y avait un fit parfait entre moi et toi il y a 15-20 ans parce que technologie et l'immobilier ensemble, ça nous passionnait. Fait que définitivement, quand j'ai eu la chance de rencontrer Jonathan, qui démarrait Open Mind, c'était déjà, je pense, quelques années. Mais tu as eu vraiment un impact dans notre entreprise parce que, honnêtement, je regardais différents systèmes à l'extérieur, puis des systèmes déjà faits, des plateformes qu'on connaît tous. Et j'ai été voir Jonathan. Jonathan, j'aimerais savoir ma propre technologie, développer mes propres choses, mon système. Jonathan, il dit, oui, c'est possible. C'est pas simple, mais c'est possible. Puis vous avez fait un job extraordinaire qu'aujourd'hui, on est très, très fiers. Merci beaucoup, Patrice. Puis la technologie t'a propulsé, a propulsé l'organisation, mais ça part d'une philosophie que tu l'as, je pense, Tech First et Media First aussi. Ouais. Donc, belle inspiration commune des deux côtés. Donc, ce que je suggère pour aujourd'hui, Antoine, j'ai préparé quelques petites questions qu'on peut demander à Patrice et on pourra bandiser un petit peu des idées par rapport à tout ça. Patrice, ma première question pour toi, c'est quoi ta vue de l'état des différentes catégories de marché immobilier présentement? Qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers mois et où est-ce que tu penses que ça s'en va devant nous? Ben, écoute, premièrement, là, juste pour mettre les gens en contexte un petit peu, PMML, bien sûr, ça a été fondé par moi et ma conjointe, Sana Benzacourt, en 2008. On a commencé comme courtier en 2004, à peu près au moment qu'on s'est rencontrés, mais en 2008, on a fondé de l'agence qui, en 2018, a ajouté un service de courtage hypothécaire. Aujourd'hui, on est le plus grand cabinet hypothécaire commercial au Québec aussi. Puis qu'on gère, là, on vient de quelques semaines de commencer l'assurance aussi, l'assurance dommage. Donc, on est des courtiers immobiliers, des courtiers hypothécaires, des courtiers d'assurance, tous vraiment avec un ADN de immobilier commercial. Puis l'hypercroissance, hein, c'est le thème, entre autres, du podcast. Tantôt, Antoine a mentionné 150. On est rendu 200 depuis qu'on a eu pas la chance de mettre le site web à jour. Mais on est très, très, très... Ça bouge rapidement présentement. Donc, oui, le marché a monté. Oui, le marché a évolué énormément dans les 15 dernières années. Mais je crois que
la valeur, la création de valeur qu'on a donnée au marché a vraiment fait la différence. Et on a vu des histoires de succès incroyables. Puis, à partir de ce moment-là, ben nous, ça a été toujours de rester connecté. C'est quoi que l'investisseur a besoin. Et on a utilisé la technologie, marketing et tout ça pour pouvoir aller chercher ce besoin-là, puisqu'il y a un peu l'histoire de succès de PMML. Puis maintenant, la réalité, c'est que n'importe qui a acheté de l'immobilier, il y a 10 ans, il y a 15 ans, a l'air brillant aujourd'hui. OK? Même s'il a mal acheté, même s'il a acheté tout croche il y a 15 ans, le temps a réparé des choses. Et par rapport à ta question, comment se comporte le marché, c'est qu'actuellement, c'est complètement différent. C'est-à-dire la marge d'erreur, elle est très, très, très petite en ce moment. Où est-ce que ça va permettre à un propriétaire d'acheter, puis il faut vraiment bien sélectionner les immeubles parce que c'est une chose que le marché aide à prendre de la valeur, mais la réalité, c'est que l'immobilier, c'est aussi l'entrepreneuriat. Et je crois que ce qui est le plus important, c'est d'aller vers l'immobilier où est-ce qu'on peut créer en tant qu'individu la valeur dans l'immeuble et ne pas dépendre seulement du marché. On l'a vécu dans les 3 dernières années où est-ce que l'immobilier était quand même même à la période COVID, on attendait des surenchères, on voyait énormément un boom immobilier incroyable. Puis c'est important aussi de parler, quand on parle d'immobilier, différents types d'actifs. OK, PMML, c'est du commercial. Donc, on l'entend, on parle d'industriel, du bureau, commerce de détail et du multirésidentiel. Donc, les blocs appartements, comme on dit bien en québécois. Puis, le marché multirésidentiel a été démontré dans les dernières années qu'il était vraiment bulletproof, dans le sens où est-ce que, quand est arrivé la COVID, tous les clients des investisseurs immobiliers multirésidentiels ont été subventionnés par le gouvernement pour pouvoir payer le loyer. Okay? Fait que tu ne peux pas avoir plus sécure que ça comme business. Quand on le voit de cette façon-là, où la fameuse PCU, je pense qu'il appelait, a littéralement été dans les poches des locataires. Okay? Ensuite de ça, le marché a été quand même résilient. Les investisseurs c'est face à cette tempête-là qui arrivait, qui était nouveau, le COVID et le confinement surtout, les gens ont maîtrisé, on continuait à investir. Ensuite, à partir de 2002, en mars 2022, il y a la fameuse hausse des taux d'intérêt. Et ça, vraiment, c'est ça qui a été le plus difficile pour l'investissement immobilier dans les dernières années. Où est-ce que les gens qui avaient acheté des immeubles à un financement de 2 et finalement arrivent en retrait de finance pour récupérer l'équité ou refinancement, qu'on est rendu avec des taux de 5 Fait que ça, vraiment, ça a frappé le marché. Au point tel que quand il y a eu la fameuse hausse des taux d'intérêt, tout le monde a arrêté de bouger dans le marché. Donc, c'est pas une baisse de prix. Les gens s'attendaient au début, hey, les taux d'intérêt vont monter, est-ce qu'il va y avoir une baisse de prix? Tout le monde se demandait, ça va-tu baisser? Les gens étaient un peu sur la ligne de côté, regardaient la parade un petit peu, je vais-tu, je baisse-tu pareil ou pas? Mais ce qui est arrivé, c'est qu'il n'y a pas eu de baisse de prix en 2022-2023, mais il y a eu un arrêt du nombre de transactions, où est-ce que 40, des fois même jusqu'à 50 de moins de transactions dans certains marchés. Donc, puis ça, il n'y a rien de plus dommageable que les gens ne transigent plus. Parce que là, ce qui arrive, c'est que il n'y a plus d'inventaire au marché, ça devient difficile, les gens restent sur leur position, les taux d'intérêt montent. Donc, ça a été très difficile pour les investisseurs immobiliers. Mais pour les gens qui ont continué à bouger pendant cette période difficile-là, ben, au lieu de 10 à frapper en même temps à la porte d'un propriétaire, est-ce que tu veux me vendre? Mais il était tout seul. Il y a quand même des gens qui ont réussi à faire des belles transactions et à créer une bonne valeur. Fait que là, depuis 2023, les taux se sont repositionnés. 2024, ça a été vraiment, à partir de mi-2024, ça a commencé à descendre. On l'a vu, le fameux taux directeur et tout ça, mais au niveau de l'immobilier commercial aussi, les taux ont descendu. Et en ce moment, on est dans un sweet spot où est-ce que le volume actuel de marché est plus élevé que dans la période de COVID. Depuis 6 mois, le marché a complètement redécollé. Donc, il y a un retour du balancier qui est en train de se faire sur la dynamique de marché en termes de volume puis de vélocité à ce moment-là. Là. Donc, est-ce qu'on serait encore dans un marché de vendeurs aujourd'hui ou plus où on va revenir à un marché d'acheteurs? Ou... Définitivement dans un marché de vendeurs. Là, en ce moment, on est le 21 mars 2025. Mettre les gens en contexte. Définitivement un marché de vendeurs. Et on retourne en ce moment depuis 2-3 mois avec des surenchères. Là, je parle du marché multirésidentiel, OK, qui est la majorité des transactions commerciales au Québec,
où est-ce qu'on retourne présentement dans des surenchères, on retourne dans des endroits où est-ce que les vendeurs ont le grand mot dans une négociation. Et s'il y a eu un équilibre quand les taux d'intérêt ont monté, cet équilibre-là est revenu définitivement du côté du vendeur. Il y a un manque de logement, c'est un produit qui est rare. Donc, c'est ça. Côté industriel, bureau, parce que bien sûr, votre clientèle qui écoute beaucoup d'entrepreneurs, l'industriel s'est repositionné, c'est-à-dire qu'il y a eu une grosse croissance pendant le fameux confinement et tout ça, où est-ce que les prix ont explosé. Là, l'an passé, ça avait rebaissé un petit peu. Mais là, présentement, c'est vraiment un marché qui est stable, qui va suivre naturellement la courbe. Puis là, bien, il y a d'autres défis qui s'en viennent, les fameux tarifs. On pourrait partir sur... Ouais. Il y a toujours de quoi de nouveau. Patrice, je faisais des petites recherches, puis peut-être également, ça va être intéressant d'avoir ton avis sur le terrain, Jonathan, parce qu'essentiellement, t'en fais beaucoup également d'immobilier résidentiel. Je faisais des petites recherches, puis bon, si on regarde un peu ce qui se passe dans les nouvelles, souvent dans la peau du consommateur, du citoyen, hausse des taux de loyer, difficile de se trouver un logement. Puis j'ai sorti les statistiques, je vois des taux d'inoccupation plutôt, historiquement au plus bas quasiment. Donc, je voyais pour le marché résidentiel, en 2023, on est à 1,5 % à Montréal, l'endroit où vous êtes en ce moment. 2024, à 2,1 %. Tu parlais tout à l'heure d'un actif qui est très sécure, que si tu avais acheté il y a 15 ans, aujourd'hui, tu as l'air d'un génie. De voir des chiffres comme ça qui, ultimement, ce que ça crée, si je comprends bien, c'est que ça donne plus de pouvoir pour augmenter les loyers. Si, je veux dire, tous les immeubles sont pris, c'est l'offre et la demande. À quel point que c'est un investissement sécuritaire pour un entrepreneur qui peut avoir un surplus de liquidité d'investir dans l'immobilier multilogement? Antoine, tu as amené plusieurs points, puis tu retournes à la base de l'investissement immobilier. La réalité au Québec, c'est que 80 % des propriétaires immobiliers ne font pas de l'immobilier à temps plein. Beaucoup aussi sont des propriétaires occupants. On parle de tous des gens qui ont des shops de transformation, peu importe, des usines, où est-ce que, par la force des choses, ont acheté un immeuble, ont payé leur entreprise à l'intérieur de l'entreprise. Donc, c'est pas vraiment des gens d'immobilier, mais indirectement liés à l'immobilier à cause de l'opération de leur entreprise à l'intérieur de l'immeuble. Et puis, le principe de base de l'immobilier, c'est de développer une entreprise opérante et prendre des profits de l'entreprise opérante et des mettre et les placer de façon sécure dans l'immobilier. Et ça, c'est un principe de base que tous les grands penseurs ont fait, où est-ce que, tu sais, on dit que les gens les plus riches sur la planète, si on prend le Forbes, ont tous de l'immobilier. Puis il y a des phrases des fois qui disent c'est pas à cause de l'immobilier, c'est tous des gens, puis sans exception, il y a peut-être une ou deux personnes dans le 400 où est-ce que c'est des fortunes qui ont été créées à partir de l'immobilier. C'est des fortunes qui ont été créées par des entreprises, mais tous ces gens-là ont définitivement placé l'argent dans l'immobilier pour pouvoir sécuriser. Puis la beauté de l'immobilier, c'est que c'est secure, c'est 100%, ça bouge beaucoup moins vite qu'un placement boursier, mais je veux dire, en même temps, ça reste un investissement qui n'est pas liquide, donc qui peut quand même se liquidifier, parce qu'il y a quand même une demande qui est au prix du marché, ça se vend assez rapidement. Ouais. Donc, je pense que de placer l'argent, puis quand on parle de l'immobilier, on parle aussi, bien sûr, du multirésidentiel, qui est un marché très, très, très fort au Québec. Donc, les taux de vacances font que présentement, c'est un marché qui est sûr. Les taux de vacances aussi bas que 2 % ou 1 % que tu as nommé vont faire que les locataires vont payer le loyer parce qu'ils savent que s'ils se font évincer, ils ne seront pas capables de trouver quelque chose d'autre. Également, les augmentations de loyer. Parce que ce qui a aidé le marché dans les dernières années, malgré que les taux d'intérêt ont monté, c'est que historiquement, la Régie du logement, exemple, ou le TAL, qu'on appelle maintenant le tribunal administratif du logement, donnait des augmentations de 1 %, 2 % par année. Cette année, ça a été 6 % d'augmentation qu'on permis. Donc, encore là, peu importe ce qui se passe avec les taux d'intérêt, quand tu as un actif où est-ce que les revenus le montent 5, 6, 7 % et ça, c'est la moyenne, mais ça, c'est le minimum, bien, à ce moment-là, c'était que la création de valeur se fait de façon assurée. Puis bon, il y a une dans ce cas-là, puis juste pour terminer le point, puis après, je te redonnerai la parole ici, Jonathan. J'imagine qu'il va y avoir d'autres très bonnes questions pour Patrice. Juste pour terminer le point, puis on va se mettre dans ce cas-là de l'autre côté de la médaille.
à quel moment il va y avoir une intervention qui va devoir être faite, peut-être gouvernementale ou de l'État, pour essayer d'ajuster le tout, si ajustement il peut y avoir? Parce que on s'entend dans un contexte de propriétaire d'avoir des taux d'inoccupation aussi bas, des loyers qui augmentent, les profits augmentent, mais pour le commun des mortels, pour le citoyen, c'est de plus en plus difficile de trouver souvent des loyers qui sont abordables. Est-ce qu'il peut y avoir des changements? Est-ce que dans les informations que tu as, parce que j'imagine que tu dois être très proche de tout ce qui se déroule au moment où on se parle, il y a des bruits, il y a des discussions autour de ça, qu'il pourrait y avoir certaines interventions à un certain moment donné? En fait, Antoine, tu touches vraiment le sujet de l'air un peu au niveau de l'immobilier, des fameuses discussions présentement entre le fédéral, le provincial, le municipal, les grands entrepreneurs, les constructeurs. Parce qu'à un moment donné, c'est que le gouvernement a eu tellement d'interventionnisme dans la gestion immobilière des propriétaires que ça a créé cette situation. À partir du moment que tu forces un propriétaire maximum d'augmenter son loyer de 1 ou 1,5 le propriétaire, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va arrêter de dépenser dans son immeuble ou d'investir, en fait, j'aimerais mieux dire, dans son immeuble. Des rénovations, fait que le parc immobilier vieillit, il n'est pas bien entretenu. Et à un moment donné, c'est un cercle vicieux. Où est-ce qu'on maintient les loyers bas et d'un autre côté, vous avez plus de construction. Parce que là, en ce moment, si on intervient trop, bien, les propriétaires ne peuvent plus construire. Fait que si on peut plus, on empêche la construction. Les loyers au Québec sont définitivement plus bas qu'à l'extérieur, qu'ailleurs au Canada. Donc, mais les coûts de construction, c'est les mêmes, là. Fait qu'à quelque part, je pense que le gouvernement a compris. Là, je commence à le voir où est-ce que les gouvernements ont comme lâché prise un petit peu au niveau d'intervenir dans la gestion des propriétaires. Et en ce moment, ils sont plus en mode solution, un peu peut-être pour ne pas dire le mot panique, pour dire « Hey, mes chers amis constructeurs, qu'est-ce que vous attendez pour construire? » Et là, ben, eux, les constructeurs vont dire, ben, on attend des permis dans un délai raisonnable, on a beaucoup de problèmes avec les délais. Est-ce que, au lieu de nous forcer à ne pas augmenter les loyers, est-ce que vous pouvez nous aider à construire de façon abordable? Et là, il y a tous les programmes des CHL et tout ça qui sont arrivés sur l'abordabilité avec la PHLEC. Il y a en tout cas un paquet de programmes que je ne peux pas rentrer en détail par complexité, mais il faut faire ça simple, c'est que indirectement, le gouvernement fédéral a pris position à travers son bras de la SCHL, qui ont beaucoup aidé le marché. Au niveau provincial, ça a été catastrophique. Ils n'ont rien fait. Et au niveau municipal, présentement, on a vraiment une belle écoute de la part des municipalités pour pouvoir construire. Le grand défi qu'on a, c'est encore là les infrastructures qui ne sont pas prêtes à accueillir autant de logements. Des beaux projets qui pourraient être voir lever debout demain matin, mais les villes n'ont pas de services, ne peuvent pas fournir l'eau, entre autres. Fait que ça, c'est un problème aussi qui est majeur. Donc, on s'est fermé les yeux pendant des années sur le manque de logement, et là, on a frappé le mur. Et quand même que tout le monde demain matin vous dit oui, on avance, on va avoir un sérieux problème pendant 5 à 10 ans. Et on a vraiment un problème de loyer abordable, mais le coût de construction est rendu tellement haut. Puis de l'autre côté, il y a eu tellement peu de construction à cause que le gouvernement a voulu garder les loyers bas que là, ça crée un triangle infernal qui fait qu'on est dans vraiment une tempête parfaite à l'heure actuelle. Là. J'ai comme la perception, les taux d'intérêt, s'ils continuent à descendre, ça va accélérer la construction neuve. Maintenant, c'est des loyers qui sont chers. Oui, la SCHL essaie de créer un peu d'abordabilité là-dedans, mais on le sait tous que ça n'en crée pas tant que ça. Donc, un marché en avant de nous autres qui va rester problématique probablement pour au moins une décennie ou deux, j'imagine, avant de se rétablir à un équilibre qui fait du sens. Oui. Tu sais, on avait besoin d'environ 7 à 800 000. Puis là, allez vérifier ce que je vous dis, j'ai plus les chiffres parfaitement, là, mais je crois que c'était 7 à 800 000 nouveaux logements. Et on était rendu à un rythme de 45 à 50 000 par année qu'on construisait. Donc, mais là, avec la hausse des taux d'intérêt, ce qui est arrivé, c'est qu'on a baissé à 30-35 000. Donc, à 30-35 000, pour se rendre à 700 000 nouveaux logements, c'est une décennie, là. Donc, on est très loin. Là, en plus de ça, bien là, le gouvernement commence à... On parle d'immigration. On va arrêter l'immigration pour les mauvaises raisons. Tu sais, on va arrêter l'immigration parce qu'on n'a plus de logement, mais c'est cette classe de nouveaux arrivants-là qui arrivent, qui travaillent, puis qui créent de la richesse au Québec, au Canada aussi. Absolument.
Fait que donc, on a vraiment, je vous dis, je pense qu'on a vraiment à avoir une introspection en tant que société, d'avoir toléré ça, puis d'avoir rien fait, puis d'avoir dormi au gaz. Parce qu'au Québec, il y a eu beaucoup de construction dans les années 60, dans les 70, 80, ça ralentit. 90 et 2000, ça a été mort complètement. Il y a très peu d'immeubles sur le marché présentement en construction 90 ou 2000. Et en 2010, ça a reparti. Donc, on parle de 2 décennies où est-ce qu'on n'a pas construit, mais on paye le prix. Exactement. Et je suis curieux de voir, Patrice, ta vision par rapport à ce qui s'en vient en avant sur 2 aspects, démographie puis immigration. Puis pourquoi je mets ces 2 points-là? Si on se rappelle, l'immigration, le Canada a permis de faire rentrer plus d'1 million de personnes pendant, je pense, 1, 2, 3 années. Là, il semble avoir beaucoup réduit la quantité d'immigrants qui peut rentrer ici. Je ne sais pas si tu le vois, soit dans tes investissements de ton côté ou dans le marché, mais moi, je vois vraiment qu'il y a un revirement au niveau de, oui, le taux d'occupation est bas, mais c'est plus aussi facile de louer nos loyers là, à l'heure où on se parle, que qu'est-ce que c'était il y a 1 an ou 2. La folie furieuse, en tout cas, de mon cas, au nord de Montréal, elle commence à disparaître un petit peu du marché. Je suspecte que c'est la quantité d'immigrants qui a considérablement diminué. Donc, ma question pour toi, c'est ça va être quoi, tu penses, l'impact en avant, puis comment que les gouvernements vont réagir par rapport à ça? Est-ce qu'ils vont relever le seuil d'immigration? Est-ce que tu penses que ça va rester pareil? Puis comment l'impact va arriver là-dessus? Compte tenu aussi de la démographie qu'on est quand même en déclin ici au Québec en termes de population active. Bien, à un moment donné, il faut avoir de la suite des idées. OK? Puis, tu sais, on n'aimera pas de politicien, là, il est parti, là. C'est d'avoir 100 millions on voulait monter la population à 100 millions pour, je ne me rappelle plus la date qu'il avait dit, mais à un moment donné, c'est annonce des choses, mais entre les deux, il n'y a rien qui se passe, OK? Puis encore là, il faut faire attention parce qu'au niveau de l'immigration, tu as aussi les résidents, les étudiants. Les étudiants étrangers, là, les gens n'ont pas réalisé à quel point que c'était énorme au Québec. Énorme, en quel sens? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Puis quand on l'a vécu pendant les 2 années suivantes, où le confinement et tout ça, où est-ce que les gens étaient obligés de retourner à l'extérieur, ça crée des trous, des poches. En plein centre-ville, il y avait des taux de vacances 5, 6, 7, 8, 10 %. Alors, c'était l'endroit le plus sécure à l'entour des universités. Mais les universités se sont vidées. Donc, tu sais, je dirais que l'immigration est importante. D'un autre côté, oui, le taux de vacances commence, mais il y a 2 choses. Tu as aussi le pouvoir. Parce qu'en ce moment, la demande fait qu'on a besoin de beaucoup de nouveaux logements. Le souci qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, il y a la capacité de payer. Fait qu'en ce moment, tu as bien beau pouvoir construire puis louer à 2 500, 3 000 par mois, ou entre 2 000 et 3 000 par mois. Mais c'est quoi le pourcentage de la population présentement qui est capable de payer entre 2 et 3 000 par mois? Et c'est là que ça devient un peu difficile, surtout les nouveaux projets de construction, où est-ce que l'absorption des logements se fait beaucoup plus lentement que de 1 an, 2 ans. Donc, fait que là, on revient quand même au point où est-ce que dans les loyers entre 1 000 et 2 000 $, qui est la majorité des loyers au Québec, bien là, ça devient une denrée rare, là. Et là, en passant, l'abordabilité, elle va jusqu'à 1 200. C'est abordable, là, au Québec, OK, pour certains secteurs. Oh, wow. C'est ça, mais c'est quand même 1 200 $. Si on retourne il 5 ans en arrière, 7 ans en arrière, c'était pas rare d'avoir des loyers à 500-600 $. Donc, on voit qu'à un moment donné, il y a le pouvoir de consommation, le pouvoir d'achat au Québec. Oui, les loyers sont moins chers. Oui, le pourcentage du revenu québécois envers l'habitation est moins élevé que partout ailleurs au Canada, mais les salaires aussi, l'impôt est plus élevé. Il y a un paquet de facteurs font que, en ce moment, ça passe pas juste par la nouvelle construction. Je crois vraiment qu'il faut que le gouvernement, au lieu d'essayer de construire, encore là, hier, j'ai vu une nouvelle où est-ce que le gouvernement va construire un projet sur l'île. Mais le dernier projet qu'on avait étudié, ça leur a coûté 600 000 $ par logement à construire. Les constructeurs sont capables de le faire entre 250 et 300 présentement. Le gouvernement ne devrait pas arrêter de se mêler de projets comme ça. Il me semble qu'il y a eu certains enjeux qui s'est déroulé avec un logiciel technologique pour une entreprise publique récemment. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans les nouvelles, mais il me semble qu'ils n'ont pas tout le temps des très, très bons résultats quand ils se lancent dans des projets comme ça, là. Non, effectivement. Bien, à construire, alors, tu sais, on parle de donner 50 000 aux constructeurs. Ils vont construire à compter. Au lieu de payer 300 000 $ de plus pour construire le même logement,
donner une subvention, mais le mot subvention, ça devient, c'est pas tellement populaire présentement. De subventionner les propriétaires immobiliers, ça passerait pas. OK? Mais il faut vraiment changer le narratif. Puis au contraire, c'est de créer du logement, de créer des environnements respectables pour tout le monde, parce que c'est un des droits les plus importants, c'est d'avoir un toit. Donc, d'être capable de travailler tout le monde. En fait, c'est un grand débat. Je peux pas prendre tout le podcast pour ça, mais l'idée, c'est vraiment, à ce moment, les gens commencent à se parler, mais quand même que tout le monde se parle puis que tout le monde trouve des solutions le même matin, on n'a pas de régler le problème avant une dizaine d'années. Puis c'est un peu ce que, tu me corrigeras, Patrice, tu connais mieux ça que moi, mais c'est un peu ce que la SCHL a tenté de faire pour favoriser de la construction avec le programme APH-SELEC en permettant d'aller jusque sous certaines réserves du 40, du 50 ans d'amortissement, des taux d'intérêt un petit peu plus bas au bout de la ligne, moins de mise de fonds. Donc, on voit qu'ils essayent de bouger pour favoriser ça, pour subventionner d'une certaine manière. Maintenant, ça laisse ses contraintes. Les taux d'intérêt ont augmenté, donc ça a débalancé un peu tout l'écosystème pour le neuf. Je ne serais pas surpris s'ils utilisaient encore plus ce bras-là potentiel d'offrir des taux encore plus avantageux, puis de peut-être demander encore moins de mise de fonds ou même... En fait, Joe, il va avoir une belle discussion là-dessus, mais à Real Capital, qui est une conférence qui s'est passée il y a un mois environ à Toronto, à mi-février ou fin février, où est-ce que le CHL a mentionné qu'il y avait leur part de marché dans la nouvelle construction était trop élevée. Donc, on s'attend en juin prochain, parce qu'à toutes les années, au mois de juin, là, à fin juin, ils annoncent des changements sur des programmes, entre autres. Donc, cette année, on s'attend, encore là, rumeur, on s'attend à ce qu'il y ait des changements par rapport au programme APH-SELEC et la construction, ou est-ce qu'ils veulent ralentir? Parce que tous les projets de construction sont financés présentement et assurés là, par la SCHL. C'est ça le moyen que les chiffres fonctionnent à l'heure actuelle. Donc, exactement. Ils vont avoir des beaux problèmes en juin. Ben là, il ne faut pas oublier que la SCHL n'est pas un prêteur. La SCHL est un assureur. C'est une compagnie qui doit gérer le risque. Et à partir du moment que 90% des nouvelles constructions au Québec se font, ou à travers le Canada, se font via leur programme, c'est quoi la mission? T'es-tu un assureur ou t'es un prêteur? Et là, tout le monde, n'importe quel prêteur serait bien content d'avoir ces parts de marché-là. Mais à partir du moment que tu es un assureur, tu te dis, OK, là, s'il arrive une catastrophe, on est au bas de solide. Là. Bon, c'est le gouvernement, mais il reste quand même que définitivement, si ce serait un assureur privé, il fait longtemps qu'il aurait arrêté. Ça, c'est intéressant à savoir. Vraiment du bon data, Patrice, que tu ne disais pas. Pour ceux qui nous écoutent, qui désiraient débuter dans l'immobilier, quelles seraient les étapes, quelles seraient les pistes sur lesquelles tu les aiguillerais pour essayer d'avancer un peu là-dedans et essayer d'investir un peu dans l'immobilier? Comme je disais d'entrée de jeu tantôt, aujourd'hui, la marge d'erreur est quand même très, très basse. Okay? Tu ne peux pas juste te fier au marché pour que ça monte. Il faut vraiment que tu achètes bien. Puis ça, c'est prouvé dans le temps. D'ailleurs, Jonathan, tu es un investisseur immobilier, tu es un entrepreneur, mais aussi qui place ses billes dans l'immobilier. Fait que tu comprends très bien le principe. Où est-ce que il faut être capable de créer de la valeur nous-mêmes dans un projet immobilier au-delà de prendre que le marché va monter. Parce que oui, il monte, mais à un moment donné, ça devient important de bien acheter. Le meilleur moment pour acheter, c'est toujours maintenant. Ça, j'y crois. Alors que tout le monde était sa ligne de côté il y a 2 ans, les gens qui ont acheté ont fait des affaires extraordinaires. Donc, mais ces gens-là qui ont acheté à ce moment-là, c'est des gens expérimentés. Fait que quelqu'un qui veut commencer aujourd'hui, quelqu'un qui est intéressé par l'investissement immobilier, la première chose, c'est vraiment d'aller faire une formation sur l'immobilier, de se renseigner. Vous pouvez le faire directement sur YouTube. Il y a tellement de contenu. D'ailleurs, il y a la chaîne PMML TV, .pml.tv. Mais au-delà de ça, le plus important, c'est peut-être d'aller faire des formations avec, exemple, le Club d'investisseurs immobiliers du Québec, la MREX, vous avez Imo Facile, vous avez Stéphanie Milot avec Imo Réussite. Là, je n'aurais pas commencé à nommer, puis je l'ai oublié, c'est sûr. Mais il y a tellement de bonnes organisations présentement où est-ce que chaque organisation va avoir un créneau précis pour l'investissement. Fait que il y a beaucoup d'exemples. Au Club immobilier, vous allez avoir beaucoup d'histoires de succès, du bon réseautage. À la NREX, eux autres, ils ont décidé d'aller plus au niveau de l'ingénierie financière, de bien calculer, de vraiment aller chercher la sophistication à l'intérieur de l'investissement immobilier. Puis souvent, ça va être des programmes qui vont coûter entre 5 000 et 10 000 ou est-ce que c'est des coachings sur 12 mois ou est-ce que c'est des cours. Mais investir 5 à 12 000 dans une formation
pour un projet que vous avez payé 1 million, 2 millions de dollars, tu sais, je pense que ça vaut la peine de bien se former. Puis ça, par la suite, bien sûr, vous êtes accompagné par les différents professionnels. Là, ça, c'est super important. Mais au-delà de ça, première étape, aller faire des formations. Puis la beauté de la chose, en tout cas au Québec, si on recule en arrière il y a 20 ans, quand on a appris à se connaître, il y avait le club, le CIQ à Montréal, c'était pratiquement tout. Il n'y avait pas d'autres organisations. Oui, il y avait des belles formations, des bonnes personnes, mais aujourd'hui, il y en a tellement de formations disponibles pour tous les goûts, toutes les saveurs. Et il y en a disponibles gratuitement sur YouTube. Fait qu'il n'y a plus de raison de ne pas suivre un parcours de formation. Le revers de la médaille, puis tu me corrigeras, Patrice, si jamais tu as une opinion différente, mais c'est que la formation est rendue tellement accessible qu'il y a beaucoup plus de gens dans le marché, il y a plus de compétition. Donc là, il faut revenir à la prémisse que tu disais, c'est où est-ce que nous, en tant qu'individus personnels, où est-ce qu'on veut puis où est-ce qu'on peut créer de la valeur pour dégager quelque chose. C'est plus juste on achète puis on espère que ça monte parce que c'est plus vrai aujourd'hui que ça existe. Exactement. Puis il faut voir l'investissement immobilier. Encore là, je parle à vos auditeurs qui sont des entrepreneurs. Il faut voir l'investissement immobilier, oui, comme un placement, mais aussi comme une entreprise. Tu sais, n'importe quel entrepreneur typique, à répétition, va vouloir acheter une entreprise, améliorer le revenu net et ensuite avoir une stratégie de disposition ou une stratégie de croissance par la suite, tu sais, de la mettre. Donc, au niveau de l'immobilier, c'est la même chose. C'est le même principe. C'est d'arriver, OK, comment que je peux identifier un immeuble où est-ce que le revenu net d'opération est vraiment pas OK par rapport au marché, soit que les revenus soient trop bas de l'immeuble, les loyers soient trop bas, soit que les dépenses soient trop élevées. Et comment qu'en tant qu'immopreneur, on va choisir le mot immopreneur au lieu d'entrepreneur, comment qu'en tant qu'immopreneur, je peux prendre un immeuble et améliorer le revenu net. Tu sais, une métrique très simple, c'est qu'exemple, un immeuble chauffé locataire où est-ce qu'habituellement, les dépenses d'opération vont être à 25, 26, 27 du revenu brut. Et là, vous tombez sur un immeuble qui est chauffé locataire, puis il est opéré à 37 sur les revenus bruts. Fait que tout de suite, c'est un chauffage locataire. Donc, est-ce qu'il n'y a pas vraiment d'amélioration au niveau du chauffage? Fait qu'on sait tout de suite à ce moment-là que c'est les revenus. Et là, si tu mets à étudier les loyers, et tu te rends compte que le propriétaire, dans un endroit où est-ce que les annonces présentement en vente sont à 1600, 1700 pour un 4,5, lui est encore à 1200, 1300 parce qu'il renouvelait naturellement ses locataires. Est-ce que ça peut se faire tout de suite? Il faut le faire de façon responsable quand on rentre dans un immeuble et augmenter. Mais présentement, les gens réussissent à travailler de concert avec les locataires en place. Dire, regarde, on va améliorer la qualité de l'immeuble. On va se faire un plan sur 5 ans où est-ce qu'on va améliorer votre qualité de vie, la qualité de l'été, comme les fenêtres, on va changer ça, on va changer l'enveloppe, on va être meilleur, ça va vous coûter moins cher l'électricité, on va améliorer le bâtiment. Et c'est un travail d'équipe entre les gens qui vont acquérir et les locataires en place pour pouvoir arriver où est-ce que tout le monde va être gagnant. Le locataire va payer moins cher parce que l'immeuble va être de meilleure qualité, l'enveloppe va être de meilleure, va être mieux opérée et le propriétaire va créer aussi de la valeur comme ça. Fait que je pense que c'est la façon de faire. On fait une petite pause sur l'épisode en cours parce que je veux vous poser une question. Est-ce que, comme moi, les tarifs américains vous font peur? Eh bien oui, les tarifs sont maintenant à nos portes. Et on doit se retrousser les manches. On doit trouver des façons d'aller générer de la croissance malgré les bâtons qu'on se fait mettre dans les roues. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux vous parler de Hello Darwin. Hello Darwin, c'est une organisation qui vous permet d'aller chercher toutes les subventions dont vous avez le droit. Et vous savez quoi? Des subventions concernant l'exportation, il y en a des tonnes au Canada. Il y en a une nouvelle Cannes Export qui revient sur le marché et l'équipe de Hello Darwin est capable de faire tout le travail administratif pour vous. Allez vous chercher l'argent, le mettre dans votre compte en banque et vous permettre de continuer à aller chercher cette croissance ou plutôt cette hyper-croissance. Et l'équipe de Hello Darwin est un partenaire depuis très longtemps maintenant du podcast et la raison pour laquelle on les aime autant, c'est qu'ils sont capables de vous trouver l'argent qui va être capable de vous permettre de débloquer la prochaine étape, la prochaine croissance, la prochaine expansion de votre organisation. Allez les voir au go.hellodarwin.com/hypercroissance et obtenez 10% de rabais en travaillant avec eux. Donc, je le répète, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'Hello Darwin vous garantit littéralement qu'ils vont être capables d'aller vous chercher l'argent en subvention
Et si ça ne fonctionne pas, ils vont vous rembourser ou vous payer la différence. Donc, c'est sans risque. Allez les voir, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Ils font le travail pour vous pour aller vous chercher vos subventions et contrer ces fameux frais de douane. De retour à l'épisode en cours. Moi, Patrice, j'aurais des petites questions, puis je vais me mettre vraiment dans la peau de l'entrepreneur inexpérimenté en immobilier ici qui se pose des questions. Qui génère, qui a une belle entreprise, une entreprise qui fait de la croissance année après année. Puis comme tu l'as si bien mentionné au début de l'épisode, 80%, je pense, si je ne me trompe pas, des propriétaires d'immeubles multilogements au Québec ne le font pas à temps plein. Je pense que c'est le chiffre que tu as dit plus tôt, Patrice. La très grande majorité. Mom and pop, comme on dit. Les mom and pop. Donc, la très grande majorité font ça comme un deuxième projet, un peu comme Jonathan. D'ailleurs, Jonathan, il a son entreprise Open Mind Technology et il fait également de l'immobilier, on pourrait dire entre parenthèses, à temps partiel ici. Ma question pour toi serait la suivante. Je pense qu'il y a plus que je t'écoute, plus qu'on a l'impression que OK, tes connaissances, si tu veux vraiment avoir du succès en 2025 en immobilier, sans nécessairement dire que tu dois être le plus grand expert, doivent être approfondies sensiblement pour avoir du succès comparativement il y a peut-être 5, 10, 15 ans de ça, comme tu l'as mentionné. Donc là, je me remets dans la peau d'un propriétaire d'entreprise qui a un surplus de liquidité puis qui se pose la question où est-ce que je dois le placer. À quel point on peut considérer ça comme un investissement passif? Et dans ma deuxième question, c'est quoi les arguments qui sortent de se dire on va investir en immobilier plutôt qu'investir sur le marché boursier quand dans les 2 dernières années, on était capable de faire du 10, 12, 13%. Bon, bien entendu, il y a toute la dynamique autour de l'immobilier, comme quoi que les locataires vont payer pendant un certain nombre d'années, ce qui au final va créer un effet de levier. Mais tout de même, je me pose la question, tu as un surplus de liquidité, tu ne veux pas y mettre trop de temps. Est-ce que c'est un bon endroit? C'est quoi l'argument qui sort ici plus que le marché boursier? Écoute, puis les entrepreneurs, c'est des gens occupés. Fait que, où est-ce qu'ils vont trouver le temps pour se former, aller faire ces cours-là? Et puis je te suis, Antoine, vraiment à ce sujet. Je ne change pas mon idée que c'est important de bien acheter à ce moment-là, mais je crois que ça va être important de se développer une belle équipe alentour de soi. Donc, il y a des professionnels, il y a des gestionnaires professionnels, il y a des courtiers immobiliers, des courtiers hypothécaires qui vont maximiser tout, qui vont faire le travail d'éducation, si tu veux, avec les propriétaires. Mais il ne faut pas se fier sur toutes ces. Il faut, en tant qu'entrepreneur, qu'on ait un feeling, qu'on achète dans un environnement où est-ce qu'on sait qu'on croit à l'immeuble. Là. Mais de nos côtés, si on développe une belle équipe, les professionnels, exemple, si on prend l'exemple chez PMML, les courtiers immobiliers vont faire 25, 30, 50 transactions par année. Les courtiers hypothécaires en font habituellement 50 à 100 par année. Donc, c'est des gens qui sont constamment dans le marché. Ensuite de ça, tu as le fameux gestionnaire. Fait que celui, si tu n'as pas le temps de t'en occuper, tu vas pouvoir gérer, le mettre en gestion. Ce gestionnaire-là a genre un parc de 700, 1000, 1500 unités. Il est capable de dire est-ce que le projet peut être intéressant. Fait qu'à un moment donné, tu te développes et tu as l'opinion de 4-5 personnes alentour de toi, et même ton fiscaliste, même le comptable, tout le monde a son mot à dire. Fait qu'à un moment donné, tu fais ta propre idée puis tu prends ta décision. Puis c'est important de prendre des décisions. Des fois, tout le monde te met sur le break, mais il faut faire attention. Mais ce qui arrive là-dedans aussi, c'est que moi aussi, j'ai une partie de mon portefeuille, bien sûr, qui est sur le marché boursier. Et je me dis, si je suis capable d'avoir 10 je suis à l'aise sur le marché boursier. 12 je suis content. 15 je suis très joyeux. Parce que je sais que dans l'immobilier, puis c'est un track record qui est très facile à vérifier, les retours sur investissement sont à peu près à 15 Là, je ne parle pas du cash on cash sur un immeuble que tu achètes aujourd'hui où tu as 5 sources, mais compte ta capitalisation et la forte progression des revenus vont faire qu'un investissement immobilier, si on regarde le taux de rendement interne, va facilement atteindre le 15 ou le 20 Donc, est-ce que tu veux travailler pour aller chercher le 15 ou le faire de façon de passif, 10 Mais en même temps, pour les gens, comme je vous dis, en ce moment, on est le 21 mars, dans les 3 dernières semaines, mes placements boursiers. Oui. C'est comme je m'arrête. Mais tu sais, je ne sais pas me plaindre parce que il faut avoir une vision à long terme là aussi. La différence, on a une vision court terme avec les placements boursiers, mais la réalité est que là, tu dis, oh, mon Dieu, là, les tarifs, là, puis c'est quoi l'impact des tarifs sur un bloc appartement? Il n'y en a pas bien, à part que non. Peut-être l'emploi, des choses comme ça, mais je crois que l'immobilier, puis encore là, c'est de la diversification de portefeuille.
puis quelqu'un qui a 100% de CB présentement dans le marché liquide versus dans le marché immobilier, ben, je pense qu'à un moment donné, ça prend une diversification. Puis c'est un principe de base, c'est un investissement. Absolument. Puis juste avant que tu t'embarques, Jonathan, parce que je veux absolument entendre ton avis également là-dessus, parce que toi aussi, c'est des discussions que toi et moi, on a eues souvent ensemble d'ailleurs. Par contre, ça répond à ma première question. Ce n'est pas un investissement passif, soyons honnêtes. Et je pense que c'est ça que j'entends en t'écoutant, c'est que équipe, analyse, etc., ça devient une business. N'ayons pas peur des mots. Il faut que tu le vois vraiment comme une business, donc de t'impliquer. Après, tu peux prendre un pas de recul peut-être et tranquillement laisser des gens se mettre en place. Mais de ce que j'entends, si on veut énormément avoir du succès, puis je le dis en toute transparence, je n'investis pas présentement sur le marché immobilier. Donc, je le fais vraiment en mode écoute, essayer de voir si ça peut être un bon endroit pour moi. Mais on parle ici de bâtir une business et bien entendu, par la suite, une business, on sait ce que ça implique. OK. J'ai mentionné, Antoine, qu'il faut traiter et penser comme un entrepreneur et de voir l'immobilier comme une entreprise. Mais je serais curieux de voir le nombre d'heures que Jonathan a passé la semaine passée dans sa business versus dans son parc immobilier. Il est fort, il est fort. Bon, ben Jonathan, dis-nous tout. Mais je pourrais en parler de ça. Parce que, vas-y donc. Puis, tu sais, je vais en fast forward, mais les 10, 12 premières années, j'ai parti open mind, je faisais de l'immobilier. À chaque année, je me demandais, mon Dieu, pourquoi je mets autant d'heures dans open mind, puis j'en fais plus dans l'immobilier en mettant 50 fois moins d'heures. Tu sais. À un moment donné, la business opérante prend du volume, prend de la vélocité, ça devient une autre chose. Là, nous, ce qu'on a décidé, c'est depuis 1 an et demi, puis Patrice, je ne t'en ai pas informé, mais la partie immobilière, on a décidé maintenant d'avoir 3 personnes à temps plein. Donc, l'immobilier, on est rendu une business en soi pour aller chercher de la croissance. Donc là, on a des gens qui s'en occupent, mais en tant que, pour revenir à la question, en tant qu'entrepreneur, je vais passer à peu près 1 journée ou 2 semaines dans la business immobilière versus tout le reste dans Open Mind. Puis honnêtement, on en parlait Antoine off-record, le ratio temps versus profit et équité qui se crée, c'est complètement débalancé. C'est l'immobilier qui arrive en faveur parce que là, j'ai quand même une certaine vélocité qui s'est accumulée à travers le temps, chose qui n'est pas le cas si c'est quelqu'un qui part de zéro aujourd'hui. Moi, j'y crois définitivement à l'immobilier, puis je reviens à quelque chose qu'on disait tantôt, entre 10 % la bourse et 15 % l'immobilier. Tout le monde s'est dit que c'est juste 5 %. Mais 5 % à chaque 15 ans, tu doubles ton argent là, de plus. Ouais. Donc, c'est pas juste 5 %, ce gap-là, c'est de doubler à chaque 15 ans. Puis là, si tu en as pour 30, 45, 60 ans avant de prendre une retraite, c'est démentiel l'effet de levier qui arrive jusqu'au final. Par contre, Patrice, je trouve ça super brillant. Qu'est-ce que tu dis? La marge de manœuvre, elle est rendue tellement mince qu'il faut créer de la valeur. Donc, c'est plus comme avant de dire, je vais juste prendre mon profit de mon opérante, je vais acheter un immeuble puis espérer que ça va être correct. Il faut s'entourer soit de bons experts autour qui vont le faire pour nous, puis trouver la valeur, puis la créer, puis la gérer. C'est plus aussi facile que qu'est-ce que ça l'a été. Puis même, j'aimais quelque chose, puis Patrice, tu me confirmeras, mais dans cette petite business immobilière-là, à 3 personnes à temps plein, on cherche c'est quoi nos vecteurs de croissance. Fait qu'on a parlé à un paquet de monde dans l'industrie dans les 6-12 derniers mois. Et mon constat, encore ce matin, pour parler à quelqu'un qui a eu beaucoup de succès, tout le monde qui était fort dans un créneau a décidé de commencer à aller jouer dans un autre créneau. Fait que ceux qui étaient forts dans la construction neuve ont commencé à dire, moi, j'arrête de faire la construction neuve, ça marche plus, je vais aller acheter l'usager. Ceux qui sont dans l'usager ont décidé, hey, ça marche plus dans l'usager, je vais aller dans la construction neuve. La marge, elle est mince dans toutes les catégories qui fait qu'il faut vraiment avoir une formule qui marche. Il y en a beaucoup qui se sont cassés la gueule dans les dernières années avec les taux d'intérêt qui ont monté. Donc, tout le monde est comme un peu en mode, il est où le prochain vecteur de croissance qui peut être peut-être facile comme qu'est-ce que ça a été avant, mais ça ne sera pas le cas pour les prochaines années. Là. Exactement. Mais écoute, c'est comme dans n'importe quel business. À un moment donné, tu fais le tour puis tu deviens un peu blasé. Je pense que quelqu'un qui est bon dans la construction devrait continuer à travailler en construction. Quelqu'un qui est bon dans l'optimisation d'immeubles existants devrait le faire. Il y a des gens qui sont bons dans le repositionnement d'immeubles. Ça aussi, c'est une nouvelle façon qui est très, très, très populaire présentement. Devrait le rester. Tu sais, à quelque part, là, je pense que il y a différentes stratégies. Dans tout ce que tu as nommé, là, je sais qu'il y a des gens qui vont faire énormément d'argent dans la construction neuve. Et d'ailleurs, la construction neuve, je le vois, est l'endroit où est-ce que c'est de la création de valeur pure. Tu prends rien, tu crées de la valeur. Mais oui, c'est
pas facile. Oui, il y a beaucoup des règles changent en cours de route. Ça te prend un an et demi de construire, on va mettre un projet à terme, des fois 2 ans. Puis le programme de financement a changé 3 fois pendant ce temps-là. Là. Fait qu'il y a beaucoup de. Fait que quelqu'un qui est habitué, ben, il va essayer d'aller voir peut-être qu'ailleurs où est-ce que. Ça dépend que tu es rendu où dans ta carrière. Pas encore là, en tant qu'investisseur immobilier, au départ, tu veux travailler, créer de la valeur dans les immeubles, tu vas mettre plus de temps, Antoine, mais tu arrives à un certain point où est-ce que je l'ai fait le travail de rénover des immeubles. Je suis écœuré, je ne peux rien savoir. Les propriétaires nous appellent, Pat, je l'ai fait, je suis tanné, je veux juste des immeubles prêts, je vais faire moins de profit, mais je veux des immeubles qui sont clean, qui ne me prendront pas. Mais on revient à la base. L'investissement immobilier n'est pas un investissement passif, Antoine. Absolument pas. On s'entend. Non, puis c'est ce que ça me confirme. Puis tu vois, autant que je trouve ça tellement intéressant parce que tu vois la manière que tu vois le 5%, Jonathan, qui se double sur l'échelle de temps. Tu vois, dans la manière que tu l'as amené, écoute, ça fait du sens, mais moi, dans tout ce que je vois que j'aurais à faire, je me dis, oh my God, je préfère mon 10%, tu comprends? Puis c'est là que je trouve vraiment intéressant d'être excessivement honnête avec les gens par rapport à ça. C'est que si tu vois ça comme de l'investissement passif, dans la dynamique actuelle qui me semble être une jungle à t'écouter un petit peu, Patrice et Jonathan, tu risques de perdre de l'argent si tu n'es pas prêt. Tu es mieux d'être très prêt et de le faire avec énormément de sérieux. Sinon, ça risque d'être très compliqué. Puis d'un autre côté, si tu es préparé, ben là, oui, tu peux avoir des très, très bons rendements, comme Jonathan l'a mentionné. J'ai pas vu personne dans les dernières années perdre de l'argent. Ceux qui se sont plantés, Jonathan peut être un témoin, c'est les gens qui étaient over-leveragés. Et ça, c'est une autre affaire. Ouais. C'est-à-dire, moindrement que quelqu'un a acheté avec une mise de fonds régulière, avec un ratio de couverture de dette de l'immeuble en question qui était respectable, malgré ce qui s'est passé sur le marché, il n'y a pas personne qui s'est planté. Ce qui est arrivé, c'est les gens qui ont emprunté en prêt privé ou en haut taux d'intérêt la mise de fonds. Ensuite, ont acheté des immeubles où est-ce que les taux d'intérêt se sont mis à lever. À un moment donné, si tu achètes, tu finances à 100%, tu peux le faire en tant que propriétaire opérant, qu'avec toutes la BDC, les choses comme ça, ils vont te passer à 100, 110, 115, 120%. OK? Mais parce que l'idée, c'est d'opérer une business. Et ils vont voir la rentabilité. C'est que si tu es propriétaire d'immeuble, ta rentabilité va augmenter. Mais la réalité présentement, c'est que si tu es investisseur immobilier, puis c'est simplement un investissement, puis tu achètes à 100% de financement, ben la réalité, c'est que tu es complètement dépendant de ce qui arrive sur le marché. Là. Mais les gens qui ont acheté avec un ratio d'endettement normal, dont à 75% de financement, il n'y a personne qui a eu des problèmes. Et il n'y en a pas un. Là. Les seuls problèmes qu'on a eus, c'est les gens qui, bien sûr, ont avalé des trop gros morceaux pour qu'est-ce qu'ils étaient capables d'avoir. Ouais, je partage ton opinion aussi, Patrice. Puis malheureusement, il y en a beaucoup qui se sont trop leveragés, qui ont pris trop de risques, mais oui, effectivement. Puis même là, je ne veux pas nommer de nom, mais j'ai vu des groupes partir de zéro, bâtir 2000 portes en quelques années. Oui, ils étaient tellement leveragés qu'ils ont dû vendre des portes en panique un peu, mais ils se ramassent encore aujourd'hui avec 700-800 portes qui leur appartiennent. C'est quand même impressionnant au final qu'est-ce que ça a créé comme valeur au bout de la ligne à travers tout ça. Puis pour faire une parenthèse, peut-être Antoine, moi, une des raisons pourquoi j'ai eu un désir d'investir dans l'immobilier, des business de services, tous nous ici autour de la table, moi dans ma tête, une business de service, c'est du vent. Là. Ça peut disparaître du jour au lendemain, à moins qu'il y ait vraiment des contrats attachés à long terme. Mais moi dans ma tête, c'est entre du service qui peut disparaître du jour au lendemain et une brique qui ne disparaîtra pas, je me dis, il y a peut-être plus de chance que la brique soit là dans 5, 10, 15, 20 ans. Fait que pour moi, c'était plus une question de la business de service allait générer du cash flow, puis la brique allait être un peu mon ancrage, ma solidité, ma fondation, si je veux faire des projets plus grands éventuellement pour financer des acquisitions de business opérantes. Absolument. Donc, ça a été un petit peu de même au début, mon pourquoi je me suis ouvert l'idée à investir dans l'immobilier. On a connu des excellentes années là, depuis que j'ai rencontré Patrice là, il y a 20 ans. Ça a été très favorable. Effectivement, le marché est plus serré aujourd'hui. Il y a moins de marge de manœuvre. Il faut connaître un peu plus la game. Il faut être plus connaissant. Mais je pense qu'il y a des opportunités à creuser, mais ça se fait pas en claquant des doigts, puis ça se fait pas magiquement sans mettre de temps, effectivement. Ça me fait vraiment rire quand j'ai rencontré Patrice il y a 20 ans. Pour moi, ça match, mais pour toi, ça match pas. Là,
Quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, ces gars-là, à 18 ans, c'est ça. Fait que vous resterez surpris, les gars, à quel point que l'immobilier, puis ça fait du chemin sur ce que tu dis, où est-ce que des propriétaires viennent nous voir, « Hey, je veux vendre ma business, puis je veux vendre, bien sûr, je possède l'immeuble. » Et quand on fait l'analyse du dossier, malheureusement pour eux, malheureusement et heureusement, malheureusement, où est-ce que la valeur de l'entreprise n'est pas là, mais l'immeuble et le terrain qu'ils ont, puis qu'ils avaient leur remorque, leur trailer, puis tout, vaut 3, 4, 5 fois plus que la business opérante qu'ils ont. Et ça, je vous le dis, là, ça arrive tout le temps, tous les semaines, tous les mois que les gens nous approchent, où est-ce qu'on fait des évaluations et où est-ce que l'immobilier qu'ils ont acheté, c'était pas ça l'objectif au départ. L'objectif, c'était acheter, faire une usine pour faire, je sais pas, du déneigement ou peu importe. Fait que là, ils ont ramassé un paquet de camions. Ils ont une business opérante, mais ils ont du terrain dans un endroit spectaculaire que tout le monde veut. Donc, la valeur du terrain, la valeur de l'immeuble, en certains cas, est de beaucoup supérieure à l'immobilier. Fait que ça, c'est important. Puis, la réalité, c'est que tu as un actif tangible. Alors que dans les business de services, et là, l'immobilier, bien sûr, tu as des revenus récurrents. Donc, les banques aiment ça. Des fois, les entreprises ont des propriétaires d'immeubles où est-ce que les banques vont vouloir aller de l'avant. Rien à voir avec le bailleur de l'entreprise parce qu'il n'est pas extraordinaire, mais l'équité qu'ils ont dans l'immeuble, vont dire, regarde, on va s'accoter sur l'immeuble, il n'y a pas de problème, on va te laisser la chance de te remonter. Là. Fait que ça, on le voit très, très, très souvent. Fait que ça, c'est important de comprendre cette nuance-là et de voir aussi que c'est des revenus récurrents. Chez PML, l'entreprise de service, on fait du courtage immobilier, qui est un revenu qui n'est pas du tout récurrent. À chaque fois, c'est à recommencer. Ensuite, on a commencé le courtage hypothécaire. Donc, on s'est diversifié nos revenus. Dieu merci, parce que lorsque les transactions ont arrêté en 2022, notre courtage hypothécaire a maintenu la business comme il faut. Mais encore là, le courtage hypothécaire, c'est récurrent aux 5 ans. Fait que là, pour nous, on vient de commencer le courtage au niveau de l'assurance dommage, où ça, c'est littéralement une business qui est récurrente, où est-ce qu'à tous les années, il y a des revenus qui proviennent, puis 90 ou 95% des gens vont renouveler à la même place, donc tu es payé. Fait que c'est une business qui est moins cash flow au départ, mais qui va amener une solidité pour PML si on monte nos revenus à 25-30% avec l'assurance, qui va aller chercher ce que les banques aiment pour faire notre expansion à travers le Canada et autres. Fait que nous, on a un plan de revenus récurrents. Parce que oui, on est dans le même problème que vous. Service, c'est du service, puis qui est aussi bon que les gens en place. Ça n'a rien à voir avec l'immobilier. Et c'est toute une stratégie en arrière de ça. Puis l'autre point aussi, je crois que ça peut être hyper intéressant pour les entrepreneurs d'entreprises de services comme vous. À partir du moment, parce que chez PML, exemple, on a fait une expansion, on a 10 bureaux dans la province maintenant, et on a loué la majorité. En fait, tous les bureaux, on les a loués parce qu'on était en forte croissance. Ça nous a aidé parce qu'on a déménagé, on a agrandi, on a changé, on était une place au Centropolis à Laval, on a décidé, on a fait un deal communal pour nous transférer dans un endroit plus grand, puis on a grandi. Mais il y a certains marchés présentement comme Sherbrooke, Gatineau, ce qu'on est à Gatineau, Sherbrooke, Saguenay, où est-ce qu'on sait qu'on ne développera pas une équipe de 10, 15 personnes, qu'on va être toujours en 5, 7. À partir du moment qu'on sait qu'on oui, notre volume va monter, mais que l'équipe en place, qui est importante pour les bureaux, là, à ce moment-là, ça peut devenir intéressant d'acheter l'immeuble. Okay? Comme là, on est positionné au centre-ville. Donc, ici, on regarde l'immeuble qu'il y a là. Ça pourrait être intéressant pour nous de se positionner et de le financer. Et devenir, parce qu'au centre-ville, en ce moment, la croissance, ça va être énorme au centre-ville, mais le nombre de personnes, d'individus qui travaillent dans le bureau ne sera pas proportionnel à la croissance qu'on va avoir. Fait que dans les endroits où est-ce que l'entreprise de service est stabilisée, je pense que devenir propriétaire d'un condo commercial, devenir propriétaire d'un immeuble et aller chercher des revenus aussi en louant le restant de l'immeuble peut être super intéressant. Donc, Antoine, t'achètes en Espagne, c'est bon? Alors, écoute, c'est très intéressant ici. Peut-être petite parenthèse, la dynamique en Espagne concernant les loyers, les coûts des immeubles, les achats de maisons, et c'est souvent l'exemple que je donne aux gens, c'est que tu risques d'avoir un petit peu d'arbitrage qui s'installe au niveau du coût de la vie. Ça, c'est clair, net et précis, dans l'assomption que tes revenus sont
entre parenthèses, nord-américain, ton coût de la vie est espagnol. Mais l'endroit où est-ce qu'il n'y a aucun arbitrage, et je pourrais même penser que peut-être de l'arbitrage négatif, c'est au niveau de l'immobilier. C'est impressionnant de voir à quel point que le coût de la vie, sur plusieurs aspects ici, est plus bas, mais que les immeubles et les loyers sont considérablement plus hauts. Et ça a été un petit peu ma révélation que je ne m'attendais pas tellement, mais que plus que je parle avec les gens, plus que je fais des recherches, je me rends compte que c'est... Et il y a des gens que tu parles avec beaucoup de gens ici. Là, je me remets dans la peau d'un citoyen qui, eux, ne pensent en aucun cas que dans leur vie, ils pourront acheter une propriété parce que les salaires, globalement, en Espagne, sont plus bas. Donc, imagine le tout. Les salaires sont plus bas, l'immobilier est plus haut, les loyers sont plus hauts, les maisons ne sont pas achetables. Ça crée une disparité considérable entre les propriétaires d'immeubles et les citoyens. Et là, il y a mon côté un petit peu social qui se dit, ben ça ne peut pas fonctionner. Et là, il y a mon côté entrepreneur qui me dit, avec ça, si tu reviens un petit peu à une analyse de first principle, c'est absolument certain que tu vas faire de l'argent dans ta vie si tu investis dans l'immobilier, juste avec cette prémisse-là en tête de dire qu'il y a des gens qui disent spécifiquement qu'ils ne pourront jamais être propriétaires dans leur vie. Ça te démontre à quel point il va y avoir de la demande pour de la location. Donc, tu vois, c'est intéressant de se mettre, je trouve, toujours dans les peaux des deux pour bien comprendre la dynamique des deux côtés puis voir comment que ça se met en place. Là. Cette fameuse, moi, ce que j'aime faire, quand je sais pas, j'arrive dans un pays, la fameuse ride de taxi. Oui. Pause pour me rendre à l'hôtel, quand je sors de l'aéroport, j'essaie toujours d'avoir une conversation avec le chauffeur sur, de façon, je l'amène ça tranquillement, mais en voulant dire combien il a acheté sa maison, c'est quoi la valeur, puis tu sais, tu vas partout en Europe, tu arrives au Maroc, tu arrives à des endroits où est-ce que tu dis, Caroline, tu regardes le prix des maisons, mais tu regardes le niveau des salaires, tu te dis, mais comment ils font? Ça marche pas. C'est ce que tu dis vraiment. Ça marche pas. Parce que ça ne compute pas encore, même pour moi. Je suis là, j'essaie de calculer, mais bon, bien sûr, là-bas, ils ont des règles différentes. Puis c'est souvent aussi des propriétés qui sont générationnellement, qui sont... Exactement. C'est ça qui se met en place. C'est que les gens vont vivre dans les maisons qui appartenaient à leurs parents, qui appartenaient à leurs grands-parents, qui appartenaient à leurs arrière-arrière-grands-parents. C'est beaucoup cette dynamique qui se met en place. Et c'est plus souvent qu'autrement ce qui se met en place également en termes de chicane d'héritage. Parce que, comme je te dis, mathématiquement, si on pourrait sortir le graphe, là, puis je pense que ce ne serait pas tellement long de le trouver avec les outils technologiques qu'on a, mais si on regardait la courbe entre l'augmentation des loyers, on va prendre l'exemple de l'Espagne ici, mais à mon avis, ça sera à peu près la même chose au Canada puis à Montréal, entre l'augmentation des prix des loyers, le prix des immeubles, versus l'augmentation des salaires et du coût de la vie, on n'est pas du tout dans quelque chose qui suit la même trajectoire. Et à moins qu'il y ait un changement considérable, d'où ma question initiale de parler d'intervention de l'État, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas tellement de changements dans le futur et ça risque même de s'accélérer. Donc, dans un contexte business, c'est un bon deal si on est capable de faire les bonnes recherches, mais ça pose quand même des questions sociétales, je trouve. Et puis, il y a quand même un point à regarder là-dedans aussi, Antoine, parce que il y a la valeur au marché de la propriété, puis il y a la valeur économique que le loyer permet de supporter. Donc, la propriété peut valoir très, très cher, mais si, par exemple, le tribunal administratif du logement nous empêche de monter les loyers ou que le marché n'est pas capable de le prendre, il va y avoir un écart entre les deux, que c'est l'acheteur qui subventionne, dans le fond, son locataire au final. Donc, je serais curieux de savoir, dans le cas de l'Espagne, si l'immobilier est extrêmement cher, les loyers sont à un certain niveau, mais est-ce que les loyers sont vraiment à la hauteur de ce qu'ils devraient être? Absolument. Un des deux côtés qui est subventionné par l'autre. Puis on le voit un petit peu ici au Québec. Là. Puis même en Europe, partout, là, investir un locataire qui ne paye pas, c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Il y a, au Québec, on n'aime pas le TAL, mais je pense que c'est quand même un outil qui peut nous aider en cas de non-paiement. En tout cas, je trouve ça intéressant de faire des parallèles ailleurs, mais on s'en va vers ça. Je ne suis pas dans le marché résidentiel, je ne fais pas de maison, mais tout le monde que je parle, c'est comme, c'est pas évident pour quelqu'un même un jeune qui a 25, 30 ans, qui fait 125 000 par année, même pour lui, en ce moment, acheter, c'est 125 000, c'est un beau salaire pour quelqu'un de 25 ans, là. Comment d'accéder à la propriété? C'est pas simple. Premièrement, on est en couple ou on se marie beaucoup plus tard. Ouais. Et donc, on est seul et c'est là qu'on voit en ce moment que la fameuse accessibilité à la propriété,
Si on se compare à l'Europe, on a l'air bien, on a l'air intelligent, mais moi, je le sais, là, je l'ai vu dans les dernières années, je n'ai pas confiance au système actuel. Il faut vraiment prendre des choses en main au niveau... exact. Puis je pense que je suis 100% d'accord avec toi. Il y a des questions à se poser sur comment prendre ça en main. Je vais juste faire deux petits astérisques parce que là, pour les millions de personnes qui vont nous écouter, qui vont me challenger sur l'Espagne, tout ça, je parle ici spécifiquement de Barcelone. C'est quand même très important de le dire parce qu'il va y avoir d'autres endroits en Espagne que ça va être une dynamique totalement différente au niveau de l'immobilier. Donc, ça, c'est important. Et point 2, intéressant également pour vous, messieurs, à savoir, un locataire en Espagne en ce moment, pour à peu près 90% des résidences, si tu es un locataire, vous travaillez sur un contrat, je vais prendre l'image ici pour la donner à tout le monde, comme si vous étiez un locataire Airbnb. C'est-à-dire qu'on vous fait signer des contrats de 11 mois. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, Patrick? Je reprends ton point initial de sortir quelqu'un de sa propriété. Quelqu'un qui va arriver en Espagne, puis ça, c'est pour à peu près, je te dirais, 9,5 littéralement appartements sur 10 ou résidences sur 10. On te fait signer un contrat de 11 mois qui, essentiellement, te donne aucun droit en tant que locataire. Et tu fais ton 11 mois et 1 mois avant la fin de ce contrat-là, c'est le propriétaire qui décide s'il te garde ou s'il ne te garde pas. Donc, tu as 1 mois après pour te retourner, pour trouver quelque chose d'autre. Et j'ai fait mes recherches là-dessus pour comprendre un peu la dynamique. Et c'est totalement légal. Et c'est totalement légal de le faire. Donc, il y a des endroits que les lois font en sorte qu'il y a énormément de protection, mais c'est dynamique en Espagne qu'on appelle de contrat à durée court terme. Contrat à durée court terme fait en sorte que le locataire, au final, est très, très souvent dans une dynamique de 11 mois. Donc, au 10e mois, il est en questionnement de se dire, est-ce que je dois m'en trouver un autre ou je reste ici? Et ça crée vraiment une dynamique assez spéciale. Oui, mais c'est justement, les gens font ça pour contourner à long terme parce que quelqu'un qui est là depuis 4-5 ans, qui décide d'arrêter de payer, puis là, je ne connais pas du tout Barcelone. Je connais Barcelone, mais je ne connais pas l'immobilier à Barcelone, ni l'Espagne, mais ça fait du chemin. C'est là qu'à un moment donné, c'est quoi la twist qu'on va être obligé de faire ici pour pouvoir être capable de gérer ça. Fait que je pense qu'on a un très bon équilibre. Je suis content que cette conversation tourne un peu dans l'immobilier en Europe parce que ça met beaucoup en perspective ce qu'on a. Puis, c'est pas simple ici en tant qu'investissement immobilier, mais on a quand même, je vous dirais que on est quand même, en tout cas, pas moi, je vois ça d'une belle façon. Tu vas à Miami, ben voyons donc, ça n'a aucun sens le prix au pied carré pour ce qui se vend. Absolument. Tu en vas en Europe, tu dis, ben ailleurs, en France, le nombre de pieds carrés moyen par appartement est minime. Fait qu'à un moment donné, c'est ça. Est-ce qu'on va tout aller en Thaïlande ou peu importe l'endroit, mais à un moment donné, c'est ça. Ouais. J'ai hâte de suivre. Quand on se compare, on se console. Ouais. J'aimerais terminer juste avec une dernière petite chose. Patrice, toi et ton organisation, vous êtes vraiment un média incroyable de contenu que vous fournissez gratuitement aux gens qui s'intéressent à l'immobilier au Québec. Je suis un grand consommateur du contenu que vous envoyez sur les différentes plateformes. C'est du contenu qui est très enrichissant, éducatif, qui nous tient à jour au niveau des nouvelles. Peux-tu nous parler un petit peu comment que les gens qui nous écoutent, s'ils veulent suivre un peu le marché, comment le contenu que vous faites peut les aider, puis où est-ce qu'ils peuvent s'abreuver par rapport à ça? Absolument. Dans le fond, bien sûr, on a PML TV, puis bien sûr sur Instagram, Facebook, TikTok et tous les médias sociaux. Il n'y en a pas un particulièrement que j'aime, à part celui que l'attention des gens est présentement. Fait qu'on suit partout. Et on a PML TV. Puis là-dedans, tu as différents types de contenus. Il y a des contenus éducatifs, des contenus où est-ce qu'on va faire venir des experts. Exemple, ça peut être quelqu'un qui est spécialisé dans justement un avocat en régie de logement ou un spécialiste en environnement. Parce que tout d'autres facteurs objectifs aussi en immobilier au niveau environnemental et tout. Fait que ça, c'est du contenu vraiment éducatif. Il y a du contenu inspirant aussi, où est-ce qu'il y a plusieurs épisodes où on va prendre des investisseurs à succès et on va leur demander de venir conter leur histoire, comment ils ont commencé. Ça, c'est vraiment... moi, c'est ce que je préfère le plus. Je suis quelqu'un qui aime ça, être inspiré. Et donc, ça, vraiment, c'est bien. Et aussi, on a du contenu où est-ce que des courtiers vont donner des statistiques, sont où les prix présentement. Parce que, une chose, tu vas aller faire un cours, tu vas aller te former, comme on parlait tantôt, mais là, tu reviens. Puis là, tu as fini ton cours. Mais comment savoir si j'achète bien? Mais il faut que tu saches où le marché présentement. Puis le loyer moyen à Blainville est de 1000
1300 pour un 4,5, et toi, tu tombes sur un immeuble où le loyer moyen est à 1500 parce qu'il est rénové, ben, tu dis, OK, il est rénové, je paye un peu plus, mais on s'entend que pour l'emmener à 1700, je vais avoir de la difficulté, là. Mais si je tombe à Blainville sur un loyer où la moyenne est à 1200, puis je tombe sur des loyers moyens de 1050, bien là, je sais que j'ai un 150 $ de jeu. Et c'est toutes ces données-là qu'on partage, les données transactionnelles, de comment va le marché. Et je pense que les gens ont beaucoup apprécié. Ça a été un des vecteurs de croissance de PML. C'est de donner. D'ailleurs, j'ai commencé avec des rapports de marché qui étaient papier à ce moment-là. Et on donnait, puis la vie a fait que 9 personnes sur 10 nous ont redonné. Fait que pour moi, je suis toujours dans une philosophie de partager beaucoup gratuitement. Fait que c'est important. Et je vous invite à aller voir ça. Honnêtement, moi, c'est très, très, très utile. En tout cas, pour moi, merci Patrice de mettre tout ce temps-là et ces ressources-là pour nous donner ces informations-là de marché. C'est très, très intéressant. Puis c'est ce qui distingue, je pense, beaucoup au Québec. Puis même, c'est rendu plus loin que le Québec. Donc, bravo. Fait que merci. Merci. Je pense qu'on va en parler bientôt dans un podcast. On va savoir comment ils ont été capables de faire cette belle croissance-là pour atteindre plus de 200 collègues dans vos équipes chez PMML. Donc, on pourra décortiquer ça bientôt sur un autre podcast Hypercroissance, Patrice. Merci, ça va me faire plaisir. Merci de votre invitation. Puis en passant, vous êtes également très inspirant pour quelqu'un comme moi, que oui, je suis une entreprise dans l'immobilier, mais d'abord et avant tout, un entrepreneur d'une entreprise de service. Donc, je vous écoute assidûment, puis je pense que c'est important là, de bien partager et de développer une communauté comme ça. Fait que merci beaucoup. Fantastique. Hey Jonathan, merci d'avoir été l'instigateur de cette très, très belle discussion. Patrice, tu es un excellent communicateur. Tu m'as convaincu sur un paquet d'aspects aujourd'hui sur l'immobilier, donc je te remercie. Et pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.